Bonjour à tous d'abord. Merci à Sandra qui m'a donné l'occasion de m'exprimer sur un sujet d'une vivante actualité, parce que depuis la déclaration de Monsieur le Président du Conseil régional, les zones franches sortent, je dirais, de leur oubli, de leur pénombre, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des zones franches. Le modèle français de développement économique n'est pas du tout basé sur les zones franches, il faut quand même le savoir. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'Union européenne et que Bruxelles a une obsession, vous verrez ça tout le temps, c'est les distorsions de concurrence. C'est la grande thématique. Au nom de la distorsion de concurrence, on s'interdit de modifier les marchés publics, on s'interdit d'user l'article 349 du traité de Lisbonne que vous connaissez, le nouvel article qui a remplacé le traité 199 de Maastricht. On s'interdit beaucoup de choses, c'est quand même pas normal. Récemment, il y a eu une affaire d'hôtellerie dont vous avez entendu parler, et on a reproché à l'hôtelier de ne pas avoir fait la mise en concurrence de façon réglementaire. Une entreprise privée ne sait pas faire d'appel d'offres, c'est pas sa vocation. Mais de toute façon, un patron qui se respecte met toujours les gens en concurrence. Il y a toujours des consultations quand on a des projets lourds, c'est évident, mais il y a un formalisme qui n'appartient qu'à la personne publique et qu'on ne sait pas faire. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, vu le montant, s'il lui fallut faire appel à des entreprises européennes, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur, évidemment, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que cet article 349, il faut l'utiliser. Je rappelle le fondement de cet article 349, parce qu'on est au cœur du débat. C'est de dire l'article 349 reconnaît aux régions ultrapériphériques, dont nous sommes, des handicaps liés à l'éloignement, à la faiblesse des populations, au marché intérieur qui est très faible, au retard de développement, un certain nombre d'handicaps qui sont bien listés. Au nom de ça, on peut déroger. Quand bien même on est dans l'Europe. Voyez-vous, c'est quand même important ça. Et je peux vous assurer que je connais 2 dérogations, elles sont anciennes. Vous avez l'octroi de mer, c'est vrai. Et vous avez des taxes sur les alcools. Quand, par exemple, vous envoyez une bouteille de rhum en Guyane, maintenant, bon, ça a changé. Enfin, il y a l'octroi de mer, mais surtout, les whisky, les champagnes sont taxés plus qu'ils ne devraient l'être, au nom, justement, de l'article 349. Ce sont des dérogations minimalistes. Et c'est un frein à notre développement. Moi, je peux vous assurer. Hein. Ça, c'est important. C'est bien, les zones franches, on va en parler. Ça impulse une dynamique, etc. Mais pouvoir déroger au droit français qui nous est autorisé par la Constitution, c'est important ça. C'est ça qui conduit à la continuité territoriale, le fameux article 49 de la LODEOM. Il faut apprendre à déroger, n'est-ce pas? Pour moi, c'est une essence. Alors, en fonction du caractère de la dérogation, si c'est législatif, si c'est réglementaire, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça relève évidemment du Conseil d'État, ça peut relever du Conseil constitutionnel. C'est un apprentissage. J'ai jamais dit que c'est simple. Rien n'est simple. On est en droit français. C'est un droit très sophistiqué. En plus, on en a 2, droit privé, droit public, ce qui ne facilite pas les choses. Donc, je voulais faire cette petite remarque. Alors, une remarque quand même, tu as dit quelque chose qui est, je suis forcé de dire, profondément inexact. Quand il y a des dérogations en zone franche, prenez le cas de la zone franche de Dillon, où les entreprises, effectivement, bénéficient de larges exonérations sur les charges salariales, n'est-ce pas? Enfin, dites charges patronales, sur la fiscalité liée aux résultats, l'IS et l'IR, selon qu'on est en BIC ou en BNNC, et sur la fiscalité locale qui a changé. Restons dans le vocabulaire ancien, taxe professionnelle, mais qui a évolué vers, effectivement, la CET. Il est faux de dire que c'est la collectivité qui paye. C'est faux. C'est compensé par l'État. C'est une loi qui date du 14 novembre 1996. À l'époque, on a créé les zones franches, précisément. Il y a eu une certaine émotion de la part des collectivités, des villes, en se disant, attention, s'il y a moins d'impôts, qu'est-ce qui va se passer? Non, l'État compense. On n'a jamais entendu dire que la ZFU de Dillon a appauvri la mairie de Fort-de-France. Si c'était vrai, ça serait. C'est compensé par l'État systématiquement. C'est une compensation intégrale au centime près. Voilà. Mais il faut l'accord des collectivités. Souvent, les collectivités doivent dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, nonobstant le fait que c'est compensé. Pour des raisons de stratégie, pour des raisons d'équilibre entre les communes, enfin bon, il y a un petit peu de politique derrière tout ça. Voilà, on va vous laisser la parole. Un petit moment, fini d'abord, vas-y. Non, parce que je vois qu'il y a des réactions dans la salle. Non, mais il faut que je fasse mon... Vous voulez pas que je parle? Bon, alors je vais parler, allez, vas-y, on va en parler tout de suite après. Fini, mais je connais les objections, tu t'en doutes. Vas-y, finis. Finis ton exposé qu'on puisse savoir. C'était une remarque liée à sa présentation. Maintenant, je fais ma présentation. Bien sûr. On y va. Il faut conceptualiser
ces zones franches mondialisées. Il y a deux types de zones franches, hein, vous l'avez déjà un petit peu, tu l'as dit, je veux le formaliser, il y a les zones franches dites mondialisées, et puis on peut dire aussi les zones franches dites à la française. Vous voyez, c'est deux choses différentes, et vraiment, il n'y a pas de connexion entre les deux, ça n'a strictement rien à voir. Les zones franches mondialisées se sont créées à partir des années 70-80, l'ouverture du monde au commerce, un besoin de multiplier les échanges, sachant qu'il y a un certain nombre de pays, effectivement, qui avaient un grand retard de développement, dû souvent au passage au communisme. Il faut quand même appeler un chat, on n'est pas ici pour avoir la langue de bois, qui a énormément appauvri une bonne partie de l'Europe et qui a énormément appauvri la Chine. Par exemple, la Chine était un des derniers pays au monde à l'époque en termes de PIB. Maintenant, vous voyez un petit peu la performance de la Chine. Alors, donc ça a été créé donc, à cette époque pour... Il y avait plusieurs raisons à ça, n'est-ce pas? La première, alors je vous les ai listées tout à l'heure, un besoin de capitaux. Les pays sont pauvres, ils ont besoin de capitaux. Il faut les attirer. Il faut les attirer. On a besoin de devises, on a besoin de capitaux. Il y a une politique de substitution aux importations qu'il fallait mettre en place. Ces pays, je vous rappelle qu'on les appelait le tiers-monde, les pays en voie de développement, il y a eu le quart-monde, maintenant on est en pays émergents. La situation s'améliore, donc le vocabulaire accompagne cette évolution favorable. Bon. Il y avait un gros problème de substitution aux importations. Ça veut dire quoi? C'est que ces pays-là achetaient tout. N'ayant pas beaucoup de devises, ils s'appauvrissaient. Donc ils se sont dit, ben, on va fabriquer sur place. Vous voyez? Déjà, vous sentez la délocalisation, l'externalisation dans mon propos. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, qui est très forte, c'est l'intégration au marché mondial. Ces entreprises, ces pays un peu pauvres, qui essaient d'émerger, veulent s'intégrer au commerce mondial. Rien de tel que de faire venir des entreprises extérieures pour apprendre l'économie libérale, apprendre l'économie de marché. L'emploi, beaucoup de chômage à cette époque, on ne parle plus du chômage dans ces pays-là, c'est vrai que le chômage est très faible, mais besoin de création d'emplois. Enfin, pour l'image de l'entreprise, l'image du pays, une espèce d'attractivité internationale, acquérir un savoir-faire. Alors sur le plan conceptuel, tout se résume ici. On pourrait rester toute la soirée sur ce document. Imaginez par exemple, dans une région chinoise, une modeste région chinoise, 150 millions d'habitants par exemple, c'est tout petit en Chine, n'est-ce pas, on le sait bien, eh bien le gouvernement décide de créer une zone franche d'activité liée par exemple à la fabrication de composants électroniques, et liée au marché de l'informatique. En général, souvent, effectivement, les zones franches sont un peu spécialisées. Dans les pays très pauvres, on va y voir du textile, on va fabriquer des vêtements. Dans des pays un petit peu plus sophistiqués, on va fabriquer des composants. Et dans des pays encore plus sophistiqués, à Taïwan, vous avez la seule zone franche mondialisée où il y a un centre de recherche. C'est quand même, vous voyez, ça monte en gamme, c'est quand même assez inédit. Alors que l'image de la zone franche, il y a un transfert de technologie, on utilise de la main-d'œuvre à bas prix, on fait de l'assemblage, on fait des choses assez simples. C'est de moins en moins vrai, mais les zones franches sont de plus en plus sophistiquées. Donc on décide de faire, comme je le disais, eh bien, des composants de l'assemblage. Alors, quels sont les acteurs? Imaginez, il y a 500 hectares, il n'y a rien dessus, il n'y a rien. C'est pas du tout la ZFU de Dillon, il y a du monde, il y avait une population, il n'y a rien. On est près d'un port, on est près d'un aéroport, on est près de routes maritimes, de fleuves, etc. Et donc, vous voyez, il y a une relation, on crée des moyens de communication. Alors, l'État fait quoi? La région fait quoi? Elle aménage cet espace. Et l'aménage comme n'importe quelle zone industrielle. On crée des bâtiments, on crée des routes, on crée des écoles. Vous avez des gens qui vont y habiter, on crée des centres même, des centres religieux, il y a un peu de tout. Un petit hôpital, ce sont des enfants qui sont souvent de belle taille, n'est-ce pas? Donc il y a toute une infrastructure qui se met en place. Et bien entendu, l'État érige un règlement. Les entreprises agréées, il faut être agréé, qui vont s'installer dans ce territoire vont bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Les deux avantages auxquels il faut penser, c'est évidemment les droits de douane. On est dans un système d'extraterritorialité, donc il n'y a pas de droits de douane. Pour les produits, la matière première qui va arriver, n'est-ce pas? Et puis, va bénéficier également des entorses, on peut le dire, il n'y a pas d'autre mot, il faut dire la chose très clairement, entorses au code, en particulier le code du travail. La législation n'est pas la même, elle est beaucoup plus tolérante. Ici, elle est beaucoup plus souple que dans l'environnement. Imaginez le code du travail qui ne soit pas le même à Dillon qu'ici, ça serait inacceptable. Ici, c'est parfaitement accepté. Et puis, bien entendu, des avantages divers
On bénéficie de prêts à taux très bas, on bénéficie de tout ce qui est énergie, électricité, gaz, très très bon marché. Faire quoi? Attirer évidemment des investisseurs. C'est ça le but. Alors les investisseurs, eh bien, ils vont se présenter des sociétés américaines, sociétés étrangères, souvent un mixte entre des sociétés qui sont aux alentours, en coopération, joint venture, avec une société américaine, par exemple. Vous voyez, ces sociétés-là vont venir, vont passer des contrats avec la plateforme qui est là. On va fabriquer des iPhones, on va fabriquer toutes sortes d'appareils, des Nokia, etc., qui vont être vendus, qui vont sortir libres de droit, bien entendu. La matière première n'est pas taxée, mais à la vente, bien entendu, ça quitte le pays, c'est libre de droit. C'est libre de droit, sauf, et ça c'est une condition qui est très importante, pour faire en sorte que le niveau moyen, le niveau de la région monte, et que les populations extérieures puissent bénéficier de cette performance, de cette expertise. Il y aura un pourcentage qui est imposé en général, que au moins en général, c'est 20 à 30% des produits fabriqués sont vendus dans le pays. Vous voyez, comme ça, on en profite. Et ça permet évidemment de monter en gamme, et ça permet de monter en expertise. Vous voyez, il y a quand même une relation. On a tort de dire que c'est enclavé et qu'il n'y a rien autour. C'est complètement faux. Les zones franches, maintenant, peut-être au début, je ne sais pas, il y a 30 ou 40 ans, il est possible que c'était vraiment des enclaves, parce que le mot enclave a du sens. Tout autour, c'est des grillages, des murs, etc. Mais en vérité, sur le plan fonctionnel, il y a quand même énormément d'échanges. Il faut que le pays tire parti, justement, de l'expertise, de la compétence acquise. Les gens, il y a des tas de gens qui sont autour et qui vont venir travailler. Il y en a qui habitent, mais il y en a d'autres qui n'y habitent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin non, je ne l'ai pas dit, mais il faut que vous sachiez que les zones franches, quand c'est sophistiqué comme ça, dans les pays très pauvres, vous n'en trouverez pas. Vous ne trouverez pas ça au Bangladesh, par exemple, ou dans certains pays d'Afrique. S'il n'y a pas une main-d'œuvre minimaliste, n'est-ce pas, pour accompagner la zone franche, si celle-ci est dans le high-tech, eh bien, il n'y aura pas de zone franche de ce niveau-là pour faire des composants électroniques. On fera des vêtements. Vont être livrés du tissu, bien entendu, pour produire des vêtements. Voilà un petit peu le concept de zone franche. Donc, partenariat. Des entreprises étrangères peuvent venir, maintenant, c'est autorisé. Souvent, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des partnerships entre les deux. Les produits sont exportés, les produits sont vendus également. Vous avez tout, c'est ça les zones franches. Alors, maintenant, il y a deux types de zones franches. Alors, vous avez des zones franches, celles que j'ai commencé par la fin, c'est la zone franche dite je m'appelle les EPZ, c'est-à-dire on fabrique là, vous voyez, on fabrique, on ne stocke pas, on fabrique pour exporter. Hein, c'est la première chose. Et vous avez des zones franches. Prenons le cas de Lomé, port de Lomé. Port de Lomé est le plus grand port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. Tout à l'heure, je vais vous le montrer sur la carte. Lomé stocke, ne fait que du stockage. Éventuellement, de l'emballage, éventuellement des choses relativement simples. Peut-être de temps en temps, vous avez des entreprises présentes, parce qu'elles sont nombreuses, qui font un petit peu de, je sais pas, enfin, un petit peu de valeur ajoutée sur les produits, mais très peu. Lomé stocke, il faut voir, c'est des hangars immenses, n'est-ce pas? Stocke des produits qui arrivent du monde entier. Pourquoi? Pour servir aux pays qui sont derrière, qui n'ont pas de frontières maritimes ou qui ont un accès à la mer difficile. Donc le Togo a une zone franche très performante, c'est une très belle zone franche, il faut voir. Gérée par qui? Vous savez, par Bolloré, évidemment. Quand on parle d'un port en Afrique, vous voyez la main de Bolloré. Bolloré a construit là un nouveau quai, il n'y a pas longtemps. Il m'a fait l'honneur de m'inviter à le visiter, peut-être que j'irai. Eh bien, cette zone franche marche bien. C'est vraiment d'une rigueur, une organisation tout à fait parfaite. Donc les produits partent, les droits ne sont pas les mêmes. Dans des zones franches où c'est purement commercial, où on stocke, on revend, les avantages ne sont pas comme ceux dont j'ai décrit tout à l'heure. Par exemple, les entreprises présentes qui stockent, qui ont des zones de stockage, vont payer souvent l'impôt sur les sociétés quand même. Vous voyez, bon, le profit n'est pas le moindre, c'est pas la même chose, mais elles gagnent quand même, n'est-ce pas? Mais il faut quand même savoir qu'elles sont souvent moins intéressantes. On peut dire que c'est 50-50. Hein, sur le plan mondial, les zones franches industrielles, les zones franches commerciales se répartissent. Il y a à peu près 2000 zones franches. On ne compte pas les points francs. Attention, il y a beaucoup de points francs. Se répartissent entre les deux. Alors vous avez quelques exemples célèbres. Vous avez Colón à Panama, qui est une zone franche commerciale. Il y a des milliers de boutiques, zone franche. Vous en avez une autre dont on ne parle pas assez, c'est la zone franche de Manaus. Manaus, c'est une ville, vous savez, où on faisait le caoutchouc autrefois, au fin fond du Brésil.
Il y avait en 1970, 60, il y avait 30 000 habitants, il y a 2 millions d'habitants. C'est une ville zone franche pour le marché intérieur, ça c'est exceptionnel. Vous voyez, il faut y aller, il faut acheter, et on repart avec, en faisant un profit assez substantiel. Dubaï, c'est également des zones franches commerciales. Vous voyez, donc il y a un peu de tout dans les zones franches, vous voyez, mais la partie commerciale est quand même relativement importante. C'est un peu ce qu'on a en free shop, mais à une échelle considérable, bien entendu. Free shop, le duty free shop est très modeste et il n'y a pas grand-chose à gagner. Vous voyez, bon, l'explosion des zones franches. Voilà, vas-y. Voilà, bon, c'est la carte que vous avez présentée tout à l'heure. Donc, beaucoup de zones franches. Pratiquement, on peut dire qu'en Asie, en population, pas en nombre. En population, vous avez les 3/4 des gens qui travaillent en zone franche. On estime qu'il y a entre 40 millions et 50 millions d'habitants qui sont dans des zones franches actuellement sur la planète. Ça fait à peu près entre 5 et 10% de PIB. Ça a l'air de rien, c'est des chiffres qui peuvent vous paraître modestes, mais ça tire les économies de façon considérable et ça bouleverse les échanges. Ça râle, ça gueule parfois, je peux vous assurer, parce que distorsion de concurrence, l'OMC est complètement débordé. L'OMC, qui était censé être le gendarme des relations internationales sur le plan commercial, a complètement démissionné, complètement dépassé. La Chine, 55% des produits chinois vendus en Europe viennent des zones franches chinoises, quand même, vous savoir. C'est un phénomène qu'on ne contrôle plus, qui s'impose partout, parce que ça fait beaucoup d'emplois, énormément d'emplois, ça rapporte des devises, ça élève le niveau de performance des pays, etc., etc. Ça a énormément d'avantages. Voilà, l'Afrique, bah, voyez voilà, Togo. Et ça sert les pays, vous voyez, c'est Niger, Tchad, n'a pas de frontières maritimes, donc c'est acheminé par train, par camion, etc. Ils ont des accords, c'est dans le marbre, n'est-ce pas? Vas-y. Allez, continue. Alors voilà, la Pologne. Alors tout à l'heure, vous avez vu la Pologne, c'est extraordinaire. La Pologne avait un retard de développement suite, vous le savez, à la chute du communisme. C'était un pays très, très, très pauvre, comme tous les pays aux alentours, Bulgarie, Roumanie, Tchéquie, etc., etc. Ils ont eu une politique particulièrement agressive en matière de zones franches, avec la permission de Bruxelles. Parce que vous savez, le PIB dans ce pays-là, c'est le tiers ou le quart de notre PIB. En Martinique, on est à peu près à 20 000 euros par an et par habitant. Je ne pense pas que ça dépasse 500. Vous voyez, c'est des pays quand même qui avaient un sacré retard de développement. Et ça marche très bien. Il y en a une, là, je cite toujours, c'est celle qui est à Poznan. À Poznan, il y a une zone franche très dédiée high-tech. Comment? Voilà, une zone franche. Eh bien, il y avait Dell, tout le monde connaît Dell, le vendeur de micros, on commande par Internet. Eh bien, Dell a complètement déménagé ses activités pour s'installer à Poznan. Alors que Dell vient d'un pays largement défiscalisé. On a assez reproché à l'Irlande d'avoir le taux d'IS le plus bas d'Europe. Et puis ça fausse la concurrence, surtout pour les entreprises, de services, ou le high-tech, les Apple, tout ça, ils ont tous des sièges européens en Irlande. La fiscalité est très légère. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, sur le plan idéologique, c'est ça, n'est-ce pas? Faire de la croissance, du développement régional et surtout du rattrapage économique. Alors on pense, vous voyez, là, pourquoi j'ai mis ces trois-là et puis ces trois ici, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. En Martinique, puisqu'on anticipe un petit peu sur la suite, on parle zone franche globale. Bon, les zones franches globales, on n'a pas beaucoup d'expérience. Moi, je veux bien, quand Laurence dit que attention à ceci, à cela, c'est qu'on n'en sait rien. On a 3 exemples de zones franches globales en France. Vous avez la Corse, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. La Corse a été zone franche globale du 1er janvier 1997 pendant 5 ans, jusqu'en 2001, jusqu'à fin 2001. 5 ans. Là, effectivement, on peut tirer des conclusions, on a tous les chiffres. L'évolution des fonds propres des entreprises, l'évolution des recettes fiscales, etc., etc. On a un dossier tout à fait complet. C'est là-dessus, c'est ça qui va un petit peu nous inspirer ici. C'est une île qui a à peu près les mêmes handicaps que nous, les ratios sont souvent les mêmes, la population, pas beaucoup, elle était à l'époque 250 000 habitants. Donc vous voyez, les comparaisons entre la Corse et nous, elles sont bonnes. Sauf que, la Corse avait une situation tout à fait privilégiée. La Corse est passée zone franche pour deux raisons. Alors que les critères d'éligibilité sont normalement beaucoup plus complexes. Bon, la Corse, vous voyez, je l'ai amené ici, je vous le montre,
c'est un document historique que je garde, séance du 17 décembre 1996. C'est un document, si vous le voulez, je vous l'enverrai parce que vous ne le trouverez plus sur Internet. Les Corses, au motif qu'ils avaient un chômage hallucinant, extravagant, que le PIB était le plus faible par habitant, plus faible de France, ce qui était vrai, c'était la dernière des 22 régions françaises, il a fallu une loi d'urgence pour réparer cette situation. Et je vous rappelle simplement que le chômage à l'époque était de 13,6%, jugé intolérable à l'époque par le gouvernement. C'est bien, nous on rêve d'avoir un chômage à 13,6%. Ben, eux, la veille, ils sont passés en zone franche globale. Ils sont passés en zone franche globale par une loi d'urgence, adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence, sans dire, avec 2 critères, chômage et PIB. Bon. Et ça a parfaitement marché. Le résultat, le pays s'était effondré. Vous savez pourquoi? C'était pratiquement la guerre civile. Il y avait à l'époque le maximum, ça a été, je crois, en 95, 38 assassinats. Rappelez-vous, le préfet Erignac a été assassiné en 1998. Un an après le passage de la Corse en zone franche globale, voyez-vous, donc un climat détestable. L'argent s'était vidé. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise avaient basculé leurs fonds sur toute la Côte d'Azur, sur les caisses d'épargne en particulier. Donc toutes les entreprises étaient concernées, ce qui fait qu'elles ont été zones franches globales sans discrimination. C'est ça qu'il faut retenir. Alors qu'en général, quand on crée des zones franches, on discrimine, c'est-à-dire on donne des avantages à Dillon pour ne pas en donner ailleurs, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voyez. Là, tout le monde a été traité, parce que les entreprises, les grosses PME, même de 250 habitants, de 250 salariés, s'étaient complètement effondrées. Alors, pourquoi je fais ce parallèle? Parce qu'il y a 3 situations, et vous les retrouvez ici. En Martinique, si on veut conceptualiser, vous avez un premier problème, c'est celui par exemple de la zone, c'est le centre-ville de Fort-de-France. On sait que les commerçants souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 raisons. Fort-de-France se dépeuple, et puis il y a la concurrence, évidemment, des centres commerciaux. Vous voyez, c'est la première raison. Bon. La deuxième situation auquel on est confronté en Martinique, c'est les communes de l'intérieur. Alors j'ai fait un exposé récemment au Saint-Esprit au Gros-Mans. Les communes de l'intérieur n'ont pas d'attractivité. Personne n'est vraiment motivé dans cette salle pour dire je veux m'installer au Gros-Mans pour ouvrir un commerce, un cabinet médical ou créer une TPE ou passer une soirée. Vous voyez, non, vous voyez, il y a un déficit d'attractivité. Ces communes-là sont très demandeurs, je ne sais pas si on dit ça, demandeurs d'un avantage fiscal discriminant, en disant mais nous on aimerait bien avoir cette possibilité d'avoir un classement en zone franche pour attirer les gens. C'est là où on voit une théorie qu'on connaît bien en économie, c'est que souvent, on parle projet. On est toujours projet. Vous allez voir un maire, et puis vous dites, je vais ouvrir une salle de classe, un gymnase, un centre... Non, ces maires-là, ils disent, donnez-moi des outils. Parce que quand vous avez les outils, les projets naissent. Vous n'allez pas à vous casser la tête. Si demain, le Gros-Mans, Saint-Esprit et d'autres sont classés en zone franche, je peux vous assurer que les médecins ils vont arriver, les dentistes vont arriver, les commerçants vont arriver. Toujours, c'est ce qu'on observe. Vous voyez ? C'est ce qui s'est passé du reste en Corse. Il y a énormément de petites entreprises qui se sont créées, qui ont été attirées par les avantages de la zone franche globale. L'outil précède souvent le projet, n'est-ce pas? On n'est plus en mode projet, on est en mode outil. Donc ça, c'est la première situation. Donc une situation où les activités, effectivement, sont plombées. Une autre activité, déficit d'attractivité. Et puis celle-là, auquel on est très attaché, c'est évidemment ce qu'on appelle l'économie bleue, l'économie de la mer. Bon, on a un joli port. Il y a plusieurs marinas autour de la Martinique, et il y a une menace que vous connaissez tous, c'est la mondialisation. C'est effectivement la mer des Caraïbes, c'est évident. Il faut voir, je vais vous montrer tout à l'heure, le nombre de marinas ou de ports qui poussent comme des champignons, c'est très inquiétant. C'est devant nous, qu'on ne dise pas dans 10 ans, on ne savait pas, on n'a pas vu. Rodney Bay, qui est effectivement la marina qui est en face du marin, est en train de doubler. Saint-Vincent est en train de faire une marina géante. Donc déjà, les gens qui viennent, vous voyez, qui veulent aller dans les Grenadines, en plus Saint-Vincent et Sainte-Lucie sont plus proches de la Grenadine que nous. On gagne une journée ou une demi-journée de navigation, c'est important pour quelqu'un qui n'a que 8 jours de vacances. Voyez. Donc il y a un effet d'attractivité considérable. C'est devant nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Et Rodolphe Désiré le dit, moi dans 10 ans, j'ai plus de marina. J'aurai une zone de stockage de bateaux. Ils vont tous partir. Il y avait 15 opérateurs aux marins qui louaient des bateaux.
Vous savez, location de bateau, avec ou pas, ou avec skipper ou sans skipper, il n'y en avait plus que 7. Et puis pas des moindres, les moorings, les grands noms, sont déjà partis à Sainte-Lucie. C'est devant nous, donc il faut faire quelque chose. Donc vous voyez, c'est une troisième situation qui n'a rien à voir avec les deux autres, trois situations, mais la réponse est la même. La réponse, c'est bien des zones franches. Permettre aux entreprises, n'est-ce pas, d'être fiscalement désarmées, comme on dit, le plus possible. Vous voyez, c'est ça la préoccupation. On va avancer, s'il te plaît. On va avancer, j'ai déjà dit tout ça. Alors, sur les zones franches, vous voyez, j'ai fait un petit récap. Les avantages, et puis il y a des critiques quand même. Les avantages, je l'ai dit tout à l'heure, les capitaux arrivent, les étrangers viennent, ça fait rentrer des devises. Il y a un certain nombre d'avantages sur le plan fiscal, sur le plan du droit, parce qu'on les déroge allègrement. Le niveau moyen monte, il y a une expertise, il y a des prêts, etc. Donc c'est ça le côté très positif, évidemment, d'une zone franche mondialisée. Les inconvénients, il faut quand même le dire, quand même, il y a des limites. Les critiques, c'est les normes. L'environnement, vous savez, en Chine, c'est un pays dont, vous savez, la couche phréatique est très atteinte. On n'est pas très respectueux de l'environnement. On l'est encore moins dans les zones franches. C'est cher, l'environnement. Se mettre aux normes, dépolluer, etc., c'est très cher. Eh bien, ici, dans les zones franches, en Asie, ils ne se soucient pas de ça. Donc ça, et sécurité, c'est évidemment, il y a dû laisser aller. Santé, enfants, pareil. On fait travailler les enfants encore en Inde, vous le savez bien, malheureusement. Et oui, les enfants travaillent. Code du travail, il paraît qu'il y a un code du travail, mais pour ce qui n'est pas très épais, vaut mieux pas trop réclamer un code du travail, vaut mieux pas trop exercer son droit syndical, et surtout pas faire grève. Il n'y a pas question. Ça n'existe pas. Ce sont des zones où on bosse. Mais il ne faut pas croire que ce n'est pas de l'esclavage, il faut faire attention. Les gens, ils viennent, ils veulent faire de l'argent, parce qu'on est mieux payé que dans l'environnement immédiat. Donc les gens, ils viennent, ils signent un contrat, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis après ils partent, ils ont leur petite pelote, n'est-ce pas? Voilà. Et puis alors là, c'est plus embêtant, ça, les relations sont pourries avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Saint-Domingue a 55 zones franches. Saint-Domingue avait pris l'engagement, ça râlait dans toute la Caraïbe, d'arrêter les zones franches, parce que les distorsions de concurrence étaient considérables. Jusqu'à présent, ils ont toujours leurs zones franches. Toujours leurs zones franches, ils n'ont pas du tout appliqué les recommandations, les accords qu'ils avaient passés avec l'OMC. La menace pour les Saint-Domingue, c'est plutôt l'ALENA, c'est l'accord de marché entre Canada, États-Unis et Mexique. Et oui, là c'est ça la vraie menace pour les zones franches de la Caraïbe. Et puis enfin, évidemment, avec l'Organisation internationale du travail, il y a des rapports, il y a des ONG qui font des tas de déclarations. Les relations sont difficiles avec l'OIT dans la plupart des zones franches mondialisées. Vas-y. Bon, alors, j'en ai un peu parlé, parce qu'on a fait un mix, mais on va aller un peu plus vite. Bon, donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme... on va simplifier, parce que sinon, c'est vraiment très compliqué. Qu'est-ce qu'on a comme zone franche en France? La situation d'aujourd'hui, à l'heure où je parle. Vous avez les zones franches urbaines, qui ont été créées sous le gouvernement Juppé, en décembre 1996, le même Juppé dont on parle, vous voyez. Ils ont des carrières très longues, ces gens, n'est-ce pas, monsieur? Je vois Georges, un de mes amis qui est là. Ils ont des carrières très longues. Et le ministre, à l'époque de l'aménagement du territoire, c'était Gaudin. Gaudin, le maire de Marseille, où vous avez les plus belles zones franches de France. Alors, il y en a 2, ça performe. C'est sous ce gouvernement-là qu'ont été créées les zones franches urbaines. Zones franches urbaines, c'est quoi? Un quartier difficile. Quand je dis difficile, à l'époque, c'était vraiment difficile. Des populations défavorisées, un habitat précaire, un habitat insalubre, etc. Les commerçants sont partis, les entreprises sont parties, enfin vraiment des quartiers laissés à l'abandon. Mais ne croyez pas que ce soit uniquement dans des villes pauvres. À Nice, vous avez une zone franche urbaine, à Nice. Tout le nord de Paris, vous avez 24 zones franches urbaines. Vous voyez, on revient de loin, Bien. Eh bien, ces politiques-là ont consisté à dire, il y avait 2 politiques, c'est ce qui a été fait à Dillon, c'est de dire aux commerçants, aux entrepreneurs, ne partez pas. Oh, ne partez pas. J'en ai marre, je me fais caillasser à 6 heures, etc. C'est ça. Hein, on se met au niveau zéro de la vie dans ces quartiers-là. Il ne faut pas se raconter des histoires. Vous restez, vous avez un certain nombre d'avantages sur votre fiscalité, sur les charges et sur les impôts locaux. Bon. Ça motivait, évidemment, les gens de rester. Et également, on disait à d'autres qui avaient envie de venir, venez, effet d'aubaine, pourquoi pas, mais c'est très bien, venez. Mais associé à ça, il y a l'ANRU. On oublie toujours l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Parce que quand je dis que le quartier est pourri, c'est pourri de pourri. Les rues, les façades, l'électricité, le téléphone, le transport, tout ça est à refaire.
Et l'ANRU a été créé par Borloo, ça a vachement bien marché. C'est plus ça que quand je vais dans le nord de Paris, il y a des quartiers comme partout, quoi. On a rejoint, c'est ça le but d'une zone franche. On discrimine jusqu'au moment où les indicateurs macroéconomiques sont comparables à la région immédiate. C'est ça le but, n'est-ce pas? Il y a des critères d'éligibilité qu'on appelle indice synthétique pour classer un quartier dans zone franche. Et puis dès que ça décolle, à ce moment-là, on peut supprimer la zone franche. Ça n'a pas été, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais l'esprit est là. Alors, les zones franches urbaines, son pendant, c'est les zones de revitalisation rurale. C'est exactement le pendant. Voilà. C'est moins alléchant, parce que dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises présentes n'ont pas beaucoup d'avantages. C'est plutôt les entreprises qui se créent. Une zone d'entreprise rurale, c'est une zone complètement dépolluée. 35 habitants au kilomètre carré. C'est la Guyane. La Guyane est ZRR dans son intégralité. C'est un désert, la Guyane. Vous avez 200 ou 300 000 habitants pour, je ne sais pas, 100 000 km carrés, il faut la Martinique. Vous avez la Corse, complètement en ZRR. La Martinique et la Guadeloupe ne sont pas en ZRR parce que la population, sur le plan de densité, est au-dessus. Bon, c'est une erreur, parce qu'il y a d'autres critères d'éligibilité. C'est ce que je disais aux gens au conseil municipal de Saint-Joseph et du Gombe. Il y a d'autres critères. Il faut le demander. Alors moi, j'avais été voir la DATAR pour eux, la DIAC, les organismes qui s'occupent de ça, et je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas pensé également en Martinique, lors de la Martinique, c'est quand même pas très peu. Il n'y a pas beaucoup de population, et le type m'avait dit, mais monsieur, on ne nous a jamais consulté. Ouais, c'est ça le truc. On a quand même des outils qui sont présents et auxquels on ne pense pas toujours. Hein. C'est une remarque en passant. Donc, vous avez les ADU, et puis maintenant, alors ça c'est compliqué parce que rien n'est simple en droit en France, ça serait trop beau. On est dans le millefeuille juridique, n'est-ce pas? C'est bien ça notre caractéristique. Alors on a mis une couche de plus. On fait des lois sur la simplification, comme vous le savez, on enlève, mais on en rajoute, bien sûr. Il faut qu'on soit constant. Alors il y a les nouveaux quartiers, les quartiers prioritaires. Quartiers prioritaires, c'est ça qui fait que les ZFU et les ZRR n'existent plus. Jusqu'au 31 décembre, ça a été remis. Ouais, je sais que c'est compliqué. Donc on a une nouvelle politique de la ville qui s'appelle politique des quartiers prioritaires, où les avantages ne sont pas du tout ceux que je viens d'énumérer. Il y a un certain avantage sur la fiscalité locale, mais globalement, ça ne vise pas à aider les entreprises. Donc les ZFU, les ZRR ont été supprimés en mars 2014 pour être remplacés par les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et finalement, sous la pression des députés maires de toutes les villes de France, on a remis les ZFU, ZRR. Ce qui fait qu'on a deux couches, ZFU, ZRR, et puis les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Voilà, un joli micmac, mais c'est ça la réalité. Et ça a été remis en place, évidemment, au 1er janvier. Alors la ZFU a été réintroduite, comme dit Long, à la fin de l'année dernière, avec les dispositifs que j'ai, et au 1er janvier, ils ont retiré un certain nombre de choses. On est dans une instabilité juridique, vous l'entendez tous les jours, mais moi je le vis en direct. Voilà. Et puis enfin, quelque chose d'original, c'est les zones franches d'activité, c'est la ZFA, qui est un dispositif propre à l'outre-mer. Ça n'existe pas nulle part. C'est intéressant. J'ai participé à son élaboration. J'ai réussi à faire glisser un certain nombre d'entreprises. La différence, ZFU, ZR, c'est spatial, c'est une géographie, c'est un territoire, c'est une commune. Là, c'est l'activité. Par exemple, prenons un cas simple, tous les experts comptables de la Martinique, où qu'ils soient, Grand-Rivière, Marin, n'importe où, bénéficient des avantages qui figurent dans la loi. Vous voyez, c'est par l'activité. Mais c'est un dispositif qui est relativement modeste. Il ne coûte pas grand-chose. Il a coûté à peu près il coûte entre 20 et 25 millions par an. Donc, on n'a pas de mesure d'efficacité. C'est pas inintéressant. C'est mieux que zéro, mais c'est pas extraordinaire. Alors, ce que j'ai dit ici est fondamental, parce qu'on va passer à la zone franche globale après. Ce sont des dispositifs institutionnalisés et codés. Combien tu me laisses encore? 10 minutes? 5 minutes. 10 minutes. Bon, voilà. 5. Ce sont des dispositifs... Non, mais après, il y aura un débat. Donc, ce sont des dispositifs institutionnalisés et codés. J'insiste beaucoup là-dessus. Une entreprise qui va à Dillon regarde les pages du code et s'aperçoit qu'il a droit à ceci, qu'il a droit à cela, qu'il a droit à ceci, qu'il a droit à cela. Ça, c'est important, ça, vous voyez? Bon. La zone franche, dont on va parler quand même 2 minutes, on est là pour ça aussi, la zone franche est un dispositif qui n'existe pas en droit français. Voilà. Sauf la loi d'exception qui a été mise en place pour la Corse. Si on crée une zone franche ici en Martinique, c'est ce qu'on appelle une loi sui generis, pour la circonstance. Voyez-vous, c'est très important. C'est avantageux, parce qu'on y met dedans ce qu'on veut. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a un travail, évidemment, juridique, un travail parlementaire.
C'est évident. Il y a tout le parcours. Il y a vous savez, l'Assemblée nationale, Sénat, les allers-retours. C'est l'inconvénient. On y met ce qu'on veut, mais il faut l'obtenir. C'est quand même du boulot. Bon, sans compter souvent des questions prioritaires de constitutionnalité qu'on ne manquera pas d'avoir. Il y a des gens qui vont dire « ouais, c'est pas légal », etc. Donc, la question prioritaire de constitutionnalité, on l'a à la clé. Ça fait perdre du temps. Voilà, ben, j'ai presque fini. Vas-y, on va accélérer. Voilà, on tourne. Ça, c'est bien. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la compensation. On n'a jamais vu une commune s'appauvrir parce qu'elle est passée en zone franche. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté. On continue. Voilà, vous voyez, ça, alors ça, c'est en rouge, la zone franche. Vous voyez, la zone franche de Dillon. Vous voyez. On voit le stade. Vas-y, tu tournes. Et puis, les nouveaux quartiers prioritaires. Je vous ai dit que c'était la ZFU a été supprimée pour finalement être restaurée. Et les quartiers prioritaires sont en bleu. Ouais, comment? On est en ZFU. Ici, vous êtes en ZFU, ici, vous voyez. Voilà les quartiers prioritaires. C'est un peu de la cuisine, quoi. Je ne sais pas comment ils font ça, mais vraiment, il faut le faire. Voilà. Donc, le centre-ville est pas mal concerné. C'est le but, quand même, hein, heureusement. C'est la moindre des choses. On continue. Alors, les ZRR, il y en a partout, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, les 2/3 du territoire national sont ZRR, toute la Guyane et toute la Corse. Et ce n'est pas forcément des régions pauvres. Le critère, ce n'est pas du tout le même critère que dans les zones franches urbaines. C'est lié à la densité de la population, principalement. On continue. Le coût brut, alors ça c'est important, et je vais terminer là-dessus. Combien ça coûte, ces mesures? Parce qu'on nous dit toujours, il n'y a pas d'argent, le budget de l'État ne permet pas ceci, n'est pas bien. Alors j'ai 2 remarques à faire. Avant de vous commenter ce chiffre très rapidement, je vous ai parlé de l'ANRU tout à l'heure, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Vous avez une ville qui est en ZFU, qui se situe au nord de Paris. Je ne me souviens plus si c'est le Rincy ou pas Montreuil, enfin quelque chose comme ça. Il y a eu une rénovation urbaine considérable. 28 000 habitants, dont on peut dire que les 3/4 vivaient soit dans un habitat insalubre, soit dans un habitat précaire. Majoritairement des gens issus de l'immigration. L'ANRU a refait tout l'habitat. On a détruit les tours, vous avez vu ça à la télévision parfois, etc. Ils ont refait. Quel était le budget de cette opération? Combien cette opération a coûté? 28 000 habitants. Vous ne pourrez pas trouver le chiffre parce qu'il est trop important. 600 millions d'euros. C'est le budget pratiquement de la région. Pour 28 000 habitants. Alors quand j'entends dire ici, ah ouais, il n'y a pas d'argent, on a déjà des mesures, on en a assez... Non, il ne faut jamais raisonner comme ça. Il y a une situation, et en face de cette situation, pour régler le problème, on met en face des outils. Après, on verra l'évaluation. Mais il ne faut pas se dire, on n'a pas d'argent, donc on ne fait rien. Sinon, on ne fera jamais rien. Voyez. Alors, les zones franches coûtent à peu près par an, il y en a 100, 350 millions. Elles ont toutes à peu près le même calibre. Donc, Dillon, vous pouvez dire, Dillon, c'est 3,5 millions par an. En fait, à cause d'un retraitement de loi Fillon, c'est beaucoup moins. Disons 3 millions. Fillon, en coût budgétaire brut, c'est 3 millions. Coût budgétaire brut. Parce que si vous pensez que vous avez des gens qui quittent le Pôle emploi, qui vont venir travailler, c'est quoi un gars qui migre? Il était à Pôle emploi, il coûte, il faut l'indemniser. Il quitte, il va travailler. Ben, il fait du PIB, il fait de la TVA, etc. Il faut retraiter tout ça. Et si vous retraitez tout ça, vous êtes sûr que les 3 millions sont largement investis, sont largement remboursés. ZFA, c'est très modeste. Vas-y. Voilà, bon, ça vous savez, ça, les DOM. La nouvelle mer de Chine, parce que j'y tiens. Voilà, on va très rapidement. Allez, voilà, il y en a partout. Attends, non, tu vas trop vite, vous voyez. Partout, c'est les zones franches Caraïbes, c'est le chart qu'on me donnait. C'est pour ça que mer des Caraïbes, maintenant j'appelle ça la nouvelle mer de Chine. J'insiste là-dessus parce que tous ces pays-là sont dérégulés, sont détaxés. Nous, on est là. Voilà notre concurrence. Si on ne donne pas une réponse à cette situation, bah c'est vrai que c'est comprimé. Il faut être lucide. Il nous faut des réponses. Prenez Renault. Qu'a fait Renault? Qu'est-ce qu'a sauvé Renault? Renault s'est installé en Roumanie et s'est installé au Maroc. Renault va au Maroc où les salaires sont déjà plus bas. Mieux, Renault s'installe à Tanger, dans une zone franche. Donc la somme du pays, plus la zone franche, attendez, Renault a investi 500 millions à Tanger, n'est-ce pas, à la frontière de l'Europe, hein, c'est presque un pied de nez. Pratiquement, les véhicules sont faits à 10 fois moins cher qu'en France. Ils sont partis. Ils ont résolu leurs problèmes. Mais moi, je ne peux pas déménager mes hôtels. Je ne peux pas déménager ma marina. C'est ça le fond du débat. Mais qu'on nous donne, ce que se permet Renault. C'est ça le problème. Il y a un rapport de force, évidemment. C'est presque, vous voyez, on est dans la philosophie, là. Mais aussi la réalité. On ne peut pas avoir ce que Renault a. Il n'y a pas de raison qu'on ne nous le donne pas non plus. Bon, ben, j'ai presque fini. Vas-y.
Voilà, ça c'est le business qu'il y a à l'intérieur du CARICOM, c'est considérable. Parce que tout à l'heure, Sandra parlait des relations avec la Caraïbe. Voilà, j'ai tous les chiffres, j'ai tous les choses. On va continuer. La nouvelle mer de Chine, voilà, vous allez voir tous les projets de zone franche, de marina, de port, y compris ce port géant à Cuba. Cuba est en train de faire un port franc. La surface du port, 580 km². La moitié de la Martinique, un port géant. Quand ça va être opérationnel, c'est pour, évidemment, le deuxième canal qui va s'ouvrir. Vas-y. Bon, eh ben, voilà. Merci de votre attention.